Je pense qu'on peut commencer, Docteur Maga. Ok, merci Célène. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au séminaire mensuel de Amnet pour ce mois de juin. Nous sommes heureux d'être avec vous et voilà, on va débuter par la session des annonces. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, Docteur Maga, on voit parfaitement votre écran. Ok. Là, pour vous inscrire à la série de séminaires d'Amnet 2026, voilà, il y a le premier mardi de chaque mois à 15 heures ITC. Pour le mois de juillet, vous avez le séminaire qui est prévu pour le 7 juillet à 15 heures. Le thème va s'intituler Évaluation de l'impact potentiel du vaccin RTSS sur la morbidité du paludisme au Bénin, une approche de modélisation mathématique présentée par Dr Gouvidé que nous avons déjà reçu sur ce forum. Donc, pour vous inscrire à cet événement, vous pouvez scanner le QR code qui est ci-dessous. Et également, pour rejoindre les différents réseaux sociaux de Amnet, vous pouvez scanner le réseau social qui vous intéresse et afin de pouvoir rejoindre l'un des réseaux sociaux, que ce soit voilà, également les différents groupes de Amnet, que ce soit Amnet francophone, Amnet global, Amnet lusophone. Donc, ici, il vous suffit de scanner le QR code afin de pouvoir rejoindre l'un des réseaux sociaux de Amnet. Donc voici pour les annonces de ce mois. Euh, Nous allons à présent venir pour la session du jour qui est, voilà, je vais vous présenter l'orateur du jour avant de lui passer la parole pour sa présentation. Donc aujourd'hui, l'orateur du jour, c'est le docteur Austin Wafo. Koué, qui est un enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé 1, où il assure les enseignements en algorithme, programmation sur Python, R, également les bases de données et l'intelligence artificielle. Il est affilié au laboratoire d'ingénierie de mathématiques et systèmes d'information. Ses travaux de recherche se concentrent sur l'application de la fouille des données, à savoir le mining, et de l'intelligence artificielle au service de la santé publique et de l'accessibilité numérique. Il fut lauréat du prestigieux programme international de renforcement des capacités FE 2025 à Thiès. Cette spécialisation en modélisation du paludisme menée d'avril à août 2025 à l'université Ibadat Thiam de Thiès en collaboration avec l'université de Northwestern aux États-Unis lui confère une expertise de pointe dans l'analyse des dynamiques de transmission parasitaire. À savoir que Dr Austin Wafo est un membre de la sous-section de Amnet qui organise également les séminaires de Amnet francophone. Dr Austin, bienvenue à vous. Vous avez la parole pour votre communication. Voilà, vous m'entendez bien? 5 sur 5, on vous reçoit. Oui, voilà, merci. Voilà, merci à docteur Maïga de me passer la parole. Bon, là, je partage mon écran. Voilà, vous voyez mon écran? C'est bon, docteur Austin. Ok, super, voilà, merci. Voilà, donc, avant de commencer mon exposé du jour, bon, permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma reconnaissance au secrétariat exécutif de ABNET qui a bien voulu me solliciter comme principal conférencier du jour. Bon, je profite également de l'occasion pour leur réitérer ma disponibilité à toujours y être pour lors des futures sollicitations. Donc, comme vous le savez déjà, l'exposé du jour
porte sur le thème impact des mutations socio-écologiques sur la dynamique du paludisme dans la région est du Cameroun. Donc, nous faisons une analyse spatio-temporelle des signatures environnementales durant les dernières 20 années, c'est-à-dire entre 2004 et 2023. Donc, notre exposé va être fait selon ce plan. Nous allons commencer par un contexte. Ensuite, nous allons présenter notre méthodologie qui est centrée au niveau de l'analyse formelle de concepts et l'analyse polyadique de concepts. Bon, durant cette méthodologie, nous allons également présenter les données que nous avons utilisées pour notre travail et nous allons enfin donc montrer l'application donc de l'analyse formelle de concepts et de l'analyse polyadique de concepts à ces données-là. Et en troisième point, nous aurons nos résultats et qui vont se terminer donc par une discussion. Voilà. Il faut noter déjà d'entrée de jeu que le paludisme est l'un des principaux problèmes de santé publique au Cameroun. Bon, sur cette carte, nous avons la prévalence parasitaire du paludisme au Cameroun en 2022. Bon, nous avons collecté ces données à partir des rapports du Programme national de lutte contre le paludisme du Cameroun. Donc, à partir donc de cette carte, on peut remarquer que les régions du centre, bon, centre homme Yaoundé, parce que généralement, lorsqu'on fait des études sur le palu, au Cameroun, bon, on exclut Yaoundé de la région du centre. Également, nous avons également la région du sud et la région de l'est. Donc, on peut constater que ces trois régions possèdent les plus grandes taux, n'est-ce pas, les plus grands taux de prévalence parasitaire au paludisme. Donc, 49, 46, 41. Et ensuite, donc, toujours à travers donc, un rapport du PNLP de 2023, nous remarquons que parmi dans ces régions-là, c'est-à-dire les trois régions-là qui avaient les taux les plus élevés de la prévalence parasitaire et du paludisme, nous remarquons que la région de l'Est a eu le plus grand taux de mortalité, c'est-à-dire 21% par rapport au centre qui a 16% et sud qui a 11%. Donc, et ainsi donc, le programme national de lutte contre le paludisme du Cameroun a placé la région de l'Est du Cameroun comme la région la plus prioritaire de son plan stratégique pour l'année 2024-2028. Donc, c'est également pour cette raison que nous pensons qu'il est primordial de nous intéresser donc à cette région-là. Voilà. Donc, la région donc, de l'Est du Cameroun, donc, c'est une région qui est située au cœur de la forêt équatoriale. Donc, elle est donc caractérisée par une intensification de l'orpaillage, plus particulièrement dans les districts de Bétar et Oya et Batouri, et aussi par l'exploitation forestière industrielle, bon, qui modifie énormément son microsystème. Et on constate aussi également que le paludisme, que la problématique, n'est-ce pas, de la lutte contre le paludisme est, dans ces régions, est entravée par trois facteurs critiques. Donc, le premier facteur, c'est par exemple les trous miniers abandonnés, bon, qui deviennent des gîtes lavaires permanents. Bon, nous avons comme deuxième facteur, nous avons aussi la déforestation qui modifie la température locale. Et en troisième problématique qui est liée donc à la lutte contre le paludisme, nous avons la fragilité financière des ménages, donc face donc au pic de morbidité. Et le constat que nous avons fait aussi est que les modèles statistiques classiques, bon, échouent à capturer
comment ces facteurs, c'est-à-dire le climat, n'est-ce pas, les trous laissés par la gîte lavaire, la fragilité financière des ménages. C'est-à-dire, on a constaté que les modèles statistiques classiques échouent à capturer vraiment comment ces facteurs s'articulent spécifiquement selon les districts de santé. Bon, et c'est de cela dont on est dans notre question de recherche, qui était donc de savoir, existe-t-il des signatures logiques stables liant les perturbations environnementales, notamment perturbations liées à l'exploitation des mines, liées également à la déforestation. C'est-à-dire, j'étais dans le savoir, est-ce qu'il existe donc des signatures logiques stables liant donc les perturbations environnementales au pic épidémique à travers donc les 14 districts sanitaires de cette région sur les 20 dernières années. Et donc, à la suite donc, de cette question de recherche, est né dans nos objectifs de travaux, nos principaux objectifs. Le premier objectif principal est donc de construire un atlas conceptuel tétradique pour identifier les profils de vulnérabilité. Bon, et maintenant, par la suite, donc, de les valider à travers un digraphe, ou bien les digraphes, c'est-à-dire de valider à travers les digraphes la cinétique temporelle induite par le climat sur le développement des vecteurs et parasites du paludisme. Donc, dans le cœur donc, de notre modélisation, on s'articule donc autour, comme nous l'avons déjà dit, ça s'articule autour de l'analyse formelle de concept. Donc, l'analyse formelle de concept, en fait, se regroupe autour de quatre principaux, ou bien cinq principaux voilà, éléments. Premièrement, nous avons un contexte formel. Bon, un contexte formel, bon, qui n'est rien d'autre qu'un ensemble, qu'un triplet OAI. Bon, O, en fait, ici, c'est un ensemble d'objets. Voilà. Et A, c'est tout simplement un ensemble d'attributs. Et I, c'est une relation d'incidence entre les éléments de O et les éléments de A. Donc, l'idée, en fait, c'est de savoir quels sont les attributs qui sont contenus dans les objets O, tout simplement. Bon, et il y a le deuxième élément, ce sont des opérateurs de dérivation. Voilà, donc en réalité, à partir de ces deux ensembles-là, on met en place on met une application qui met en relation les différentes parties de ces deux ensembles. Et à partir donc de ces opérateurs-là, on construit donc des concepts formels. Et des concepts formels, donc, avec la relation d'ordre, on peut donc les classer. Lors de la relation d'ordre partiel, on peut les classer et obtenir donc un créé de concept. Bon, on pourra revenir dessus, voilà, pour d'éventuelles questions. Donc, en réalité, donc, l'analyse formelle de concept est un cadre mathématique de groupement hiérarchique pour l'analyse des données, la représentation des connaissances et la gestion, voilà, d'informations. Donc, bon, là, elle se recentre autour donc, du contexte formel. Comme nous avons tantôt dit, donc c'est un triplet OAJ. Nous allons aller un peu rapidement. Donc, c'est un triplet OAJ où O est un ensemble d'objets, A un ensemble d'attributs, et J donc une relation d'incidence ou bien une relation binaire entre O et A. Voilà. Donc, voilà, peut-être, dans un contexte formel peut être seulement décrit donc, par un tableau croisé bidimensionnel. Et comme exemple de contexte formel, on peut par exemple faire allusion à un cas où on a par exemple les patients. Donc, les patients, par exemple, peuvent être considérés comme des objets et les attributs, leur trait de personnalité. Voilà. Et maintenant, donc, lorsqu'on a donc des patients, c'est-à-dire lorsqu'on a un ensemble d'objets qui sont des patients et un ensemble d'attributs qui sont leurs traits de personnalité, maintenant, la relation d'incidence peut maintenant indiquer quel trait de personnalité est associé à tel patient ou bien tel résultat est associé à tel patient. Voilà, donc là, on a donc un contexte formel. Bon, là, ce sont donc la définition donc des opérateurs de dérivation.
Bon, nous allons aller un peu, voilà, donc on a l'opérateur alpha, l'opérateur bêta. Voilà, et à travers dans ces opérateurs, donc, on définit dans les concepts formels. On revient dessus. Voilà, donc un concept formel, par exemple, E, I représente un ensemble maximal d'objets E, partagé un ensemble maximal d'attributs I. Voilà. Donc maintenant, là, nous parlions donc de l'analyse formelle de concept. Bon, là, nous étions en dimension 2. Voilà, bon, mais pour des travaux un peu plus consistants, la dimension 2 est souvent insuffisante, raison pour laquelle on va au-delà de la dimension 2. Et l'analyse donc polyadique de concept, c'est donc la généralisation de l'analyse formelle de concept à plus de deux dimensions. Voilà, donc tout à l'heure, nous allons vraiment on va tout à l'heure, on va voir vraiment à quoi correspondent nos différentes dimensions pour notre modélisation. Voilà, donc là, ici, donc, c'est donc la définition, donc, parce que là, on parle de contexte formel, maintenant, on parle de n contexte, parce qu'on est maintenant à n dimensions. Voilà. Donc, il a n contexte, voilà, n concept. Bon, et on peut également définir donc les règles d'association. Bon, une règle, en fait, c'est un élément de la forme A entraîne B, voilà, où A et B sont des associations sur le domaine de D2, Dn. Et lorsqu'on a une règle, on peut également avoir le support de la règle, qui est tout simplement le nombre de fois, c'est-à-dire le nombre de fois que les attributs de la règle apparaissent dans l'ensemble des transactions. Voilà. Bon, maintenant, nos données. Concernant maintenant nos données, les données que nous avons utilisé les 14 districts sanitaires de la région de l'Est et nous avons récupéré dans les données climatiques de la NASA sur 20 ans, allant de 2004 à 2023. Les données que nous avons récupérées sont précipitations corrigées, voilà, température, voilà, à 2 mètres, humidité relative. Déjà, il faut noter, à ce niveau, il faut noter que généralement, lorsque on a, par exemple, un seuil de précipitation supérieur à 200 millimètres par mois, bon, généralement, lorsqu'on a un tel seuil, cela entraîne d'office la création de gîtes lavaires. Voilà. Donc, cela veut dire qu'en fait, on a énormément d'eau, n'est-ce pas, qui va stagner dans les nids, par exemple, laissés par l'exploration des mines. Et cela va d'office entraîner la création de gîtes lavaires. On va peut-être voir ça dans des mares, des récipients et autres. Voilà. Et maintenant, concernant maintenant la température, il faut aussi noter que les insectes comme les moustiques ont besoin d'une humidité élevée pour survivre. Ça, vraiment, il faut vraiment voilà, le savoir. Voilà. Donc, en fait, lorsque, et de deux également aussi, lorsque la température est supérieure, par exemple à 30 degrés, ça entraîne un développement plus vite des parasites, ok, dans l'insecte, c'est-à-dire dans le vecteur. Voilà, donc, c'est pour cette raison pour laquelle nous avons donc pris donc voilà, ces trois paramètres et nous montrons également comment ces paramètres vraiment impactent donc le développement de cet accord, oui, parce qu'en fait, ils sont vraiment liés au développement des vecteurs et des parasites. Voilà. Et on peut aussi se demander pourquoi nous contentons des données climatiques de 2004 à 2023. Oui, nous nous sommes arrêtés à 2023, tout simplement parce que après 2023, les données climatiques qui sont disponibles à la NASA ne sont pas encore testées. Parce que généralement, quand on a des données climatiques, on les teste d'abord avant voilà, de les mettre donc, avant d'être sûr, voilà, qu'ils sont vraiment corrects. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes arrêtés à 2023. Et maintenant, pour notre modélisation, nous, nous nous sommes arrêtés à quatre dimensions. Nous sommes avec l'analyse formelle de concept, on était à deux dimensions. Et avec l'analyse polyadique de concept, on allait à plus de deux dimensions. Bon, là, nous sommes à quatre dimensions. Et notre dimension, la dimension 1 chez nous correspond à quoi? Ça correspond à la région.
2, chez nous, ça correspond aux différents paramètres climatiques, notamment les précipitations, l'humidité, par précipitation en fait qui conditionne la création de gîtes lavaires, l'humidité qui conditionne la vie du vecteur et maintenant la chaleur qui conditionne le développement rapide du parasite chez le vecteur. Bon, nous avons et aussi l'amplitude thermique diurne. Voilà, parce que l'amplitude thermique diurne, en fait, nous amène à voir est-ce que la zone c'est-à-dire de voir un peu le niveau de déforestation voilà, du district ou bien de la zone. Alors, donc, c'était là donc notre deuxième dimension. Et maintenant, en notre troisième dimension, nous avons les mois de l'année. Parce qu'en réalité, nous récupérons ces données-là de 2004 à 2023. Nous récupérons les données mensuelles. Et en dimension 4, nous avons les différentes années donc, de notre étude, donc de 2004 donc, à 2023. Et maintenant, donc, pour utiliser l'analyse polyadique de concept, les données doivent être binaires. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons discrétisé les données de la dimension 2. Voilà. Donc, concernant la variable relative aux précipitations, nous avons estimé que si, par exemple, les précipitations sont supérieures, les précipitations corrigées sont supérieures à 2200 millimètres cubes par mois, bon là, on a déduit qu'on a une pluie forte, n'est-ce pas? Voilà, on a une pluie forte dans le district. Voilà, si ce n'est pas le cas, voilà, on va donner la valeur zéro, là pour signaler que on avait des faits, que la pluie est faible en fait. Voilà, ok. Donc maintenant, concernant maintenant l'humidité. Bon, pour l'humidité, nous avons vu dans la littérature que lorsque l'humidité est supérieure à 75% des quartiles, on considère qu'elle est haute. Voilà, et zéro sinon. Concernant la température, lorsque elle est supérieure à 30 degrés, voilà, on considère qu'en fait elle est forte. Zéro sinon. Le thermique dit voilà, donc en réalité, c'est là, on va considérer que sa valeur, elle est importante. Zéro sinon. Voilà, donc avec ces différentes, disons, cette discrétisation, nous avons donc discrétisé donc tous les paramètres de la dimension 2. Donc ici, nous avons un extrait but de faire une représentation. Parce que vous remarquez quand même que euh, on a 14 districts, 4 variables. On a 12 mois dans l'année et on a 20 années. Bon, tout ça, vraiment, on ne pourrait pas mettre ça dans une diapositive. Donc, dans le but donc, de faciliter donc, la présentation pour se faire comprendre, nous avons décidé donc d'extraire juste de prendre juste un petit extrait pour qu'on puisse comprendre un peu voilà, de quoi il est question, de mieux comprendre ce que nous faisons. Donc, nous avons pris uniquement les trois premiers districts sanitaires et nous avons pris les quelques attributs de notre modèle et nous avons pris uniquement 2 mois, janvier, février, et 2 années seulement, 2018-2023. Donc là, donc, nous avons donc les données donc, des choix, de ces choix districts sanitaires pour le mois de janvier de l'année 2018. Pareillement, ces mêmes données pour le mois de février de l'année 2018. Et ici, nous avons donc ces données pour le mois de janvier de l'année 2023 et ces données pour le mois de février de l'année 2023. Bon, maintenant, en appliquant le principe que nous avons présenté un peu plus haut, c'est-à-dire le principe donc de discrétisation, nous avons donc obtenu donc cet extrait de contexte formel tétradique, pardon, contexte formel tétradique, parce que là, nous sommes à 4 dimensions. Voilà. Donc, là, on peut donc voir donc les données des 3 premiers districts sanitaires pour le mois de janvier de l'année 2018. Par exemple que l'année 2018,
bon, on n'a pas de... Par contre, au mois de février, on a des pluies fortes. Voilà. Et euh, au mois de janvier de 2023, toujours, on avait aussi, pas de pluie forte. Au mois de février, on avait. Voilà. Docteur Désolé, nous Austin, avons on vous a été... perdu. Oui, c'est vrai, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment sûr, on m'avait perdu. Je ne sais pas vraiment à quel niveau j'étais. Je ne sais pas. Ah, j'ai déjà parlé de la discrétisation. Oui, vous avez déjà parlé de la discrétisation. OK. Continuez. Merci, merci. Voilà. OK, donc là, je disais donc que nous avons donc, là, donc, un extrait donc, de notre jeu de données. Parce que Continuez, on nous ne avait... pouvions pas mettre tous les jeux. OK, merci, super. Voilà. Donc là, donc, c'est dans le contexte, voilà, le contexte Ah, formel tétradique, voilà, que nous obtenons, voilà, que nous avons obtenu à partir de cet extrait. Et en appliquant maintenant, nous allons maintenant appliquer donc l'outil donc PCA. Donc, voilà, d'accord, l'outil donc PCA, ce contexte formel tétradique. Donc, dans le but d'obtenir quoi? Dans le but d'obtenir les concepts formels tétradiques que nous avons présentés plus haut. Voilà. Donc, nous les avons appliqués et voici, voilà, voici par exemple quelques concepts formels tétradiques. C'est-à-dire, nous avons eu au total 11 contextes, concepts formels tétradiques pour, seulement pour ce petit jeu, seulement pour cette petite extrait de données que nous avons vu là. Voilà, donc nous allons commenter voilà, un seul, bon, le troisième. Voilà, bon, c'est-à-dire au troisième, qu'est-ce qu'on voit? On voit on a les trois districts sanitaires. Ensuite, on a juste deux attributs, canopée ouverte, forte chaleur. On a juste le mois de février et on a l'année 2018, 2000 et 2023, c'est-à-dire les deux années qu'on a considérées pour l'étude. Maintenant, comment donc, quelle est la connaissance qu'on obtient donc à partir donc de ce concept formel tétradique? Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que il y a une signature environnementale qui est caractérisée par une canopée ouverte et par une canopée ouverte accompagnée par une forte chaleur dans les trois districts sanitaires au mois de février, durant ces deux les années 2018-2023, au mois de février, voilà, on a eu voilà, une canopée ouverte accompagnée par une forte chaleur. Voilà. Donc, c'est un peu l'interprétation qu'on peut avoir de ce concept formel. Voilà. Bon, maintenant, là, à partir du concept formel, donc, nous avons donc construit, donc, nous avons donc généré donc un digraphe. Voilà. Nous avons donc généré donc ce digraphe. Et d'après ce digraphe, on peut voir, c'est-à-dire, regardons un peu ce digraphe. Quand on regarde ce digraphe, on voit les deux points. C'est parce que là, voici l'année 2018 et 2023. Voilà, nous en voyons là deux points C. Voilà, de ces années, au niveau de ces années. Donc, lorsqu'on regarde, en fait, ces deux points C, qui ont été identifiés par l'analyse technadique en février 2018 et février 2023. Donc, en les regardant, bon, à première vue, bon, on peut peut-être se dire que les courbes ne touchent pas les températures de 2023. C'est-à-dire, on peut voir que les courbes, en fait, parce que ici, en fait, regardez là, parfois, on a, par exemple, la verte là, c'est-à-dire qui matérialise à Bonban, d'avoir la température de Bonban. On a orange ou Baturi. On a
bleu pour B3. Voilà, donc on peut voir qu'au point C, là, ces trois courbes ne se touchent pas. Voilà, voilà, on peut voir que pourtant, dans le concept formel, bon, on disait que tous avaient les mêmes caractéristiques. Voilà, donc, mais en fait, les courbes ne se touchent pas. D'accord, voilà. Et les températures de 2023 sont bien plus basses qu'en 2018. Parce que voilà, en 2023, les températures en fait, sont basses par rapport à 2018. Voilà. Et c'est, en fait, c'est vraiment ça, donc, la subtilité de notre méthode. Bon. Là, une autre question qu'on peut se demander, on peut se demander, par exemple, pourquoi, donc, à la suite de ça, pourquoi l'analyse tétradique regroupe-t-elle ces trois discrètes alors que leur température diffère? Ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Pourquoi, donc, l'analyse tétradique a regroupé ces trois discrètes, qu'on peut voir là, qu'on a vu plus haut? Voilà. Pourquoi ça les regroupe alors que leur température diffère? En fait, en fait, le district d'Abomban qu'on voit en vert, d'accord, voilà, le district d'Abomban qu'on voit en fait, c'est une zone de forêt qui est plus dense. Voilà, donc naturellement, c'est-à-dire naturellement, c'est plus fraîche que Batouri, qui est en orange. Ouais. Donc, par conséquent, elles ne peuvent pas avoir les mêmes températures. Donc, le concept formel, en fait, ne cherche pas une égalité de température, mais une synchronie de l'anomalie. Donc, ce que vous pouvez pas voir au point C, voilà, aux différents points C, donc c'est le moment où ces trois discrètes, donc malgré leurs différences, subissent simultanément un pic thermique par rapport à leur propre normal. Voilà, donc là, c'est une signature régionale. Donc, en fait, la mutation socio-économique, voilà, ne frappe pas tout le monde à 40 degrés. Alors, elle force chaque district à sortir de sa zone de confort. Donc là, c'est, par exemple, voilà, dans l'information qu'on peut, par exemple, avoir donc, à la suite donc, de l'exploitation du concept formel tétradique, voilà, et de la visualisation donc, de la série temporelle donc, de ces paramètres thermiques, de ces paramètres climatiques. Bon, là, deuxièmement aussi, nous avons aussi, à partir donc de notre contexte formel tétradique, nous avons généré aussi des règles d'association. Donc, toujours à travers l'outil, voilà, PCA. Voilà. Donc, on a également généré des règles d'association. Et la première règle, par exemple, c'est-à-dire, nous avons eu au total 11 règles d'association. Donc, ces règles, par exemple, nous avons par exemple la canopée ouverte, forte chaleur, janvier-février 2018, entraîne canopée ouverte, forte chaleur, janvier-février 2018-2023. Bon, comment est-ce qu'on peut interpréter cette règle? Donc, par cette règle, on peut comprendre que la canopée ouverte et la forte chaleur qu'on avait eue en janvier et février 2018, cela s'est reproduit également en 2023. Voilà, avec un taux de 66%. Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter. Donc, et là, on constate que là, et donc là, en fait, comme j'ai dit, on a eu 11 règles. Bon, là, nous avons mis juste deux là, juste pour qu'on voie le processus. Mais si le jeu de données est vraiment plus grand, on aura plus de règles que ça. Par exemple, dans la pratique, parfois, on a souvent même les 300, 400, même 500 et autres, quoi, de règles. Ok. Donc, et maintenant, donc, du moment où, bon, nous constatons donc qu'il y a que durant les mois de janvier et février, il y a eu la canopée ouverte, la forte chaleur a été constante jusqu'en 2023. Bon, là maintenant, nous allons donc chercher donc à comprendre vraiment cela à partir d'une série temporelle. Donc, voici donc voilà la série temporelle que nous avons générée donc à partir donc, de cette connaissance-là. Bon, nous pouvons voir.
deux courbes. Déjà, on a placé un seuil à 34 degrés, c'est-à-dire le seuil qui est le seuil de stress. Voilà, on peut voir dans deux courbes, c'est-à-dire une courbe pour l'année 2018 et une autre courbe pour l'année 2023. Donc, en fait, cette courbe que vous voyez là, en fait, ça nous permet de prouver que les changements ne sont pas accidentels, mais structurels. Par exemple, dans cette zone, c'est-à-dire dans la zone grise, qui est de janvier à février, voilà, on voit bien que la courbe 2023 rouge suit presque exactement la trajectoire. Donc la courbe 2023 qui est en rouge, ça suit presque la trajectoire de 2018 qui est en bleu. Bon, en février Ok. 2018, Il vous oui, reste 1 minute. ok, merci. Voilà, donc en février 2018, en fait, on voit la température dépasser le seuil de stress. Ouais, voilà, c'est pas le seuil de stress de 34 degrés. En 2023, elle reste toujours élevée. D'accord? Voilà. Donc en 2023, elle est toujours élevée, confirmant la cicatrice environnementale est toujours ouverte. Bon, remarquez qu'en fin d'année, c'est-à-dire entre novembre, là, novembre-décembre, la courbe rouge, c'est-à-dire 2023, est bien au-dessus de la courbe 2018. Donc, cela suggère que la mutation sociologique s'aggrave. OK, voilà. Donc, la mutation sociologique vraiment s'aggrave. Donc, la saison chaude commence un peu plus tôt. Voilà. Donc, on peut donc dire que nous avons donc constaté que 2018 était traumatisant, mais 2023 est la preuve que le système n'est pas régénéré. Dans le milieu de thermiquement, passer d'un aléa climatique à un nouveau régime éco-climatique permanent qui soutient une transmission du paludisme sur une longue période de l'année. Voilà, donc pour la suite, donc, nous envisageons donc voilà, exploiter l'entièreté, c'est-à-dire du volume de données, c'est-à-dire appliquer l'analyse corrélative de concept à tout le volume de données, et avant maintenant de les exploiter maintenant pour générer aussi encore des séries temporelles, pour mieux valider encore le modèle. Et nous envisageons aussi d'intégrer les données, c'est-à-dire les données relatives maintenant aux prévalences du paludisme, voilà, à ces études-là, c'est-à-dire 2024 à 2023. Donc, sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. Merci, Docteur Austin, pour votre brillante présentation. Je pense que voilà, ce fut vraiment une occasion de tirer le meilleur de vos travaux et également d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc, nous ouvrons la session de questions-réponses. Si vous avez des questions adressées à Docteur Austin, vous pouvez soit lever la main pour poser directement votre question en activant le micro, soit vous le postez dans le chat et on va le lire. Monsieur Gouvidejam Baguidi, vous avez la parole pour votre question. Ok. Merci pour merci, Dr. Austin, pour cette brillante présentation. Je m'appelle Dr. Belou Dejean Baguidi. Euh, bon, je veux juste avoir des clarifications par rapport au seuil que vous avez défini. Vous avez dit que les précipitations supérieures à 200 millimètres sont sont les valeurs seuil pour le développement et des gîtes lavés et autres là. Aussi, vous avez parlé de température supérieure à 30 degrés. Donc, je voudrais que vous preniez ces valeurs avec attention parce que ça varie, même à l'intérieur d'une commune ou bien de district, ça varie d'une région à l'autre et d'un site à l'autre. Je ne sais pas si ce que vous avez pris sont spécifiques
genre, à votre zone d'étude et que si c'est basé sur la règle de littérature, il serait bon que vous essayiez de donner les sources là, de ces informations. Maintenant, pour la température, quand vous dites que des valeurs supérieures à 30 degrés, seulement cette information genre, est un peu limitée parce que déjà des valeurs de température à 33, supérieures à 33 déjà, limite déjà le développement et aussi influence sur la reproduction des moustiques là. Donc, c'est très important de prendre ça en compte. Vous avez parlé des données, vous avez utilisé les données climatiques et les données sur le nombre de cas de palu, mais vous n'avez pas précisé la résolution temporelle. Est-ce que ce sont des données annuelles? Est-ce que ce sont des données à part mensuelles? Vous n'avez pas parlé de ça. Donc, la première question est que quel est le part des données que vous avez utilisé, la résolution temporelle? C'est ça première question. Ma deuxième question, vous avez dit que vous êtes limité à 2023 et la preuve est que les données climatiques ne sont pas validées par la NASA ou bien, si je comprends bien. Et ceci n'est pas un raisonnement scientifique parce que en dehors de la NASA, nous avons ERA5, nous avons aussi les données aussi de multisources là qui existent depuis 1957 jusqu'à nos jours et qui sont des données validées, des données de réanalysis que vous pouvez utiliser. Donc, si peut-être vous pouvez trouver autre raison pour justifier ça, ça serait bien. Euh, Aussi, au niveau de l'humidité relative, vous avez dit ça, que l'humidité relative, genre, est un facteur clé pour la vie du vecteur. Voilà. Aussi, il serait bon que vous essayiez aussi de spécifier aussi ces informations, la source là où vous avez trouvé ces informations-là. C'est très capital pour ce genre de présentation parce que l'humidité, en réalité, est un facteur dépendant de la précipitation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gouvidé pour vos questions. Docteur Austin, vous êtes là? Oui, je suis là. OK. Voilà, oui, merci beaucoup, docteur Jean. Voilà, que je connais, on se connaît très bien. Merci beaucoup. Voilà, pour vos questions, voilà, pour vos remarques surtout. Voilà, merci. Revenant, les données, en fait, les données que nous, elles sont mensuelles. Elles sont mensuelles, en fait. C'est-à-dire, on a pris euh, les paramètres climatiques là. Voilà, donc de l'année donc 2024 à 2000, oui, 2004 à 2020. C'est ça, en fait. Et je remercie également les remarques relatives voilà, à ces références-là. Oui, oui, nous allons, merci beaucoup pour cela et pour d'autres remarques. Mais comme dit, en fait, ces données-là elles sont mensuelles. Bon, nous allons également euh, explorer voilà, les autres sites où on pourra avoir des données climatiques. Bon, nous allons regarder cela. Non, nous, OK. Merci, docteur Austin, pour les éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est vrai, docteur Austin, peut-être par rapport à la discrétisation, quels sont les critères qui vous ont permis en fait de discrétiser? Si vous prenez par exemple la température, la pluviométrie ou la température, la pluviométrie, vous avez parlé de seuil de discrétisation de 200 millimètres. pour Je revenir pense que aussi un peu. quels sont les critères qui vous ont permis de discrétiser, de choisir en fait le seuil de discrétisation? Parce que vous avez fixé votre seuil de discrétisation à 200 millimètres. Sur quel critère en fait? Ok, merci. Voilà, oui, disons donc en fait, c'est la même question que, je pense que ça fait partie également des questions que docteur Jean Bouvidé venait de poser. Bon, disons que en fait, ces critères, nous les avons
eu de la littérature. C'est-à-dire c'est à partir de la littérature que nous avons par exemple découvert que dans une zone où on a, on fait par exemple de l'exploration minière ou bien on a par exemple bon, j'ai envie d'appeler ça des nids, voilà, on a par exemple des nids, voilà. Lorsque la pluviométrie est élevée, l'eau va beaucoup s'accumuler. Voilà. Et quand ça va donc s'accumuler, donc, ça sera donc un foyer, n'est-ce pas? Ça sera donc un foyer donc, de gîtes lavaires. Donc, c'est à la suite donc, voilà, de ces constats-là, en fait, que nous avons, par exemple, euh, fixé donc notre seuil de discrétisation des précipitations. C'était par rapport à ça. Voilà. Ok, Donc, c'est fait suite merci, à la docteur Austin. littérature. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois, je pense que c'est une ancienne main, vous videz. Est-ce qu'il y a, c'est pas une ancienne main? Vous avez une autre question? Je vois s'il y a une nouvelle personne. Euh, je peux aller? Allez-y, docteur Ok, Koulibaly. oui, au fait, c'est pour la réponse du docteur Austin concernant la précipitation. En réalité, c'est pour clarifier que quand vous parlez de genre des valeurs élevées entraînent le développement des gistes lavaires et autres là, il faut noter que genre, quand nous avons genre, une intensité de précipitation élevée, ça entraîne la destruction des gistes lavaires. Ça, c'est un premier critère. Maintenant aussi, ça dépendra aussi, la création des gîtes lavaires aussi dépendra aussi de la nature du sol. Vous voyez, quand vous prenez, ça dépend de la nature du sol. Quand vous prenez un sol qui n'est pas perméable, toutes ces choses-là, l'eau va facilement arriver à ruisseler. Donc là, il n'en aura pas facilement le développement des gîtes lavaires. Donc il faut aussi en tenir compte de ces informations. Merci beaucoup. Merci pour les contributions. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'endroit de Dr. Austin? Si vous avez des questions, soit vous levez la main, soit vous le mettez dans le chat. On va le lire pour que Dr. Austin puisse vous apporter des éléments de réponse. Je vois pas de main levée. Je vois pas encore de questions dans le chat. Dr. Austin, est-ce que, parlant du PCA, il s'agit bien d'une analyse en composante principale? Si oui, quels sont les critères qui vous ont permis, en fait, de choisir les quatre dimensions que vous avez retenues? OK. Voilà, merci. Disons que l'analyse, bon, format de concept de façon générale, c'est une analyse qui est basée sur des dimensions. C'est-à-dire, j'ai par exemple dit AFC, on était en dimension 2. C'est-à-dire, dimension 2, on a juste un ensemble d'objets et un ensemble de caractéristiques. Et maintenant, les relations maintenant donc d'appartenance entre les caractéristiques et les objets. Là, nous sommes en deux dimensions. Donc, c'est vraiment proche donc de la réalité. C'est-à-dire, on peut par exemple, comme je prends un autre cas ici, par exemple, si on se limite à deux dimensions, on sera peut-être dans le cas où on a comme objet, par exemple, les districts sanitaires et les attributs. Par exemple, ce seront par exemple, les quatre paramètres là, bon, qu'on pourrait étendre, les quatre paramètres climatiques dont on a parlé. Et maintenant, en fonction maintenant donc de l'appartenance, c'est-à-dire si par exemple, un paramètre est propre à un district sanitaire, on va cocher ça. Voilà, c'est ça. Bon, là, on a deux dimensions. Bon, maintenant, quand maintenant le problème est un peu plus complexe et qu'on veut vraiment euh, avoir une modélisation vraiment plus juste, il y a la nécessité donc de pousser, de passer à d'autres dimensions. Donc, dans notre cas, par exemple, ici, on regarde, par exemple, comme vous avez vu, on regarde, par exemple, district sanitaire, paramètres climatiques, le mois, parce qu'on constate effectivement que un paramètre climatique varie d'un mois à un autre. Ou un peu, voilà. Donc, du moment où un paramètre climatique varie d'un mois à un autre,
Bon, on ne peut donc pas se contenter à faire une étude seulement à deux dimensions. Donc, il faut donc ajouter une troisième dimension qui sera donc faire allusion donc au moi. Voilà. Et maintenant donc, du moins on constate également que euh, un risque sanitaire, un paramètre climatique, bon, ça va d'un mois à un autre. Maintenant, dans un même mois, d'une année à une autre, il y a aussi des variations. Parce que si on est par exemple à Bonban, par exemple, paramètre par terre que pluie, à janvier 2018, bon, on a la même valeur. Janvier 2023, on a la même valeur. Mais par contre, si on vient par exemple là, à Bonban, au mois de février, on va voir que le paramètre pluie, la pluie était forte, mais en 2023, c'est faible. Donc, on voit donc qu'il y a donc une nécessité d'ajouter encore une autre dimension, donc qui est l'année. Et ainsi de suite, on peut donc augmenter comme ça donc des dimensions. Par là, on comprend bien que si on ne cherche vraiment pas à les prendre en compte, bon, on risquera d'avoir un résultat vraiment limité. Donc, c'est ça un peu l'idée. Mais ce n'est vraiment pas l'analyse des composants connexes, comme vous avez dit, non. Voilà, c'est une autre façon donc d'appréhender, parce que vous voyez, par exemple, nous l'avons défini euh, comme cadre mathématique de regroupement hiérarchique pour l'analyse de données, représentation de connaissances et la gestion d'informations. Voilà. Et c'est vrai que elle est beaucoup plus utilisée, voilà, dans le monde du génie logiciel, l'engine logiciel, la fouille de données de façon générale. Bon, mais nous pensons que on peut également l'exploiter en épidémiologie. Voilà. Et je pense quand même qu'à partir de cet exposé, bon, on a quand même vu que à partir en appliquant donc dans le domaine de l'épidémiologie, on obtient vraiment des résultats satisfaisants. Parce qu'il faut noter que cet outil ou bien cette méthode permet de montrer des structurations que les statistiques classiques ne permettent vraiment pas de voir. Donc, c'est un peu ça que nous pouvons dire, par exemple, comme élément de réponse à votre question, docteur Maïga. Merci beaucoup, Merci. docteur Austin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On prend une dernière question s'il y en a. Il n'y a aucune main levée. Tu vois, dans le chat, il y a Gouvidé qui demande vos dimensions expliquent combien de fois la variance? Les dimensions expliquent combien de fois la variante, c'est ça? Oui. La variance, bon. En fait, là, ici, en fait, nous, c'est une analyse, en fait, qui est structurelle, en fait. C'est structurel. Donc, l'idée est de chercher à voir les concepts, c'est-à-dire de rassembler les éléments par rapport à leur variabilité. Voilà, c'est-à-dire par rapport à leur similitude, par rapport à leur différence. Parce que on peut par exemple voir, comme je disais, par exemple sur ce concept, par exemple ce concept, par exemple, vous voyez par exemple ce concept, je prends par exemple le troisième. On a parlé des trois districts sanitaires. On a parlé des deux paramètres. Mais vous voyez que dans notre analyse, on avait quatre paramètres. Mais les quatre paramètres ne sont pas mentionnés ici. C'est parce que on ne peut pas. Donc, ce concept ne donne aucune information par rapport aux autres paramètres. Pareillement, si on vient par exemple ici, sur ce concept formel tétradique, on va voir que l'ensemble des mois est vide. Donc, cela par exemple dire quoi? Ça veut par exemple dire que les régions, les districts sanitaires en Bamban, Batouri, Bertois, voilà, sont caractérisés par une plus forte humidité haute, canopée ouverte, forte chaleur, durant les années 2018-2023. Bon, mais de façon spécifique, on ne peut vraiment pas se prononcer. Voilà. C'est sur le mois. Donc, en réalité, on va donc explorer est-ce que donc c'est donc général pour tous.
Donc, on va donc explorer cela pour voir. Pareillement, là, en haut, on voit par exemple que l'année n'est pas présente. Donc, l'idée, en fait, de l'analyse, en fait, ici, ce n'est pas une analyse statistique, comme il dit, c'est plutôt une classification dans un sens de hiérarchie, donc dans un sens d'un ordre partiel. Voilà, c'est ça, en fait, qu'on voit là, que nous faisons ici. Donc, on a dit, nous classifions, et maintenant, comme on a classifié, on s'en va maintenant donc valider à travers un digraphe. Donc, c'est ça en fait. Donc, on a les données climatiques, on les a discrétisées. Voilà, on les a maintenant, on a construit dans des structures et on valide dans les structures par des digraphes. Ok, merci beaucoup, docteur Austin. Félicitations. Je pense que ceux qui sont intéressés par vos travaux pourront prendre attache avec vous pour encore approfondir le sujet. Encore une fois, merci pour avoir réalisé cette brillante présentation. Je passe la parole à Célène. Célène, vous êtes là? Je suis toujours là. Clôturer la session. Merci. Merci Merci. beaucoup, Dr. Maga, et merci beaucoup, Dr. Austin, pour une excellente modération et aussi une très bonne présentation. On remercie tout le monde présent aujourd'hui et on espère voir tout le monde et encore plus le mois prochain. Merci beaucoup et passez un excellent fin d'après-midi. Merci, Ah, au moi, c'est revoir. moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ouais. Merci, au revoir. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci.